Donc Vadim, tu es chef de la rubrique internationale de l'humanité. Alors, je vais tout avouer, Raphaël m'a appelé 5 minutes avant le live en disant il faut absolument que tu parles de Trump, la Russie, l'Ukraine. Je dis d'accord, mais va falloir. J'ai pas beaucoup eu le temps de préparer, Vadim. D'accord. Raphaël m'a dit il faut que tu montres. Il est où? Il faut que tu montres ça. Tout à fait. Oui, alors il y a ça. C'est qu'en gros, c'était dans le début de semaine, mais les choses sont accélérées depuis. C'est en gros déclaration de Trump qui disait en fait, il y aura un accord, il n'y aura pas d'accord. L'Ukraine pourra être russe ou ne le sera pas. Mais en gros, ça montre qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années sont balayés d'un revers de main par la nouvelle administration américaine et qu'ils veulent aboutir à un accord sur l'Ukraine comme ils ont voulu aboutir à un accord sur Gaza. Donc, ils remettent tout à plat, que ce soit mettre sur le même pied d'égalité, on va dire, l'agresseur et l'agressé. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'il y a un coup de fil hier soir entre Vladimir Poutine et Donald Trump, à l'initiative du président américain. Aujourd'hui, ça a duré à peu près 1 heure et demie. On sait qu'ils veulent aller vite sur des négociations. En cas, c'est le souhait qui a été émis de la part de la Maison Blanche et de Moscou. Alors vite, pas dans des jours, que ça reste assez compliqué, mais il n'est pas impossible que d'ici quelques mois, un accord de paix émerge sur l'Ukraine. Voilà. Un accord de paix, mais du coup, si tu disais en faisant table rase de tout ce qui s'est passé il y a 3 ans, ce serait un accord de paix en défaveur de l'Ukraine, en faveur de la Russie? C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait le dire demain dans le quotidien, mais on a eu quelques diplomates et qui confirment qu'en gros, l'essentiel des réclamations de la part de la Russie, l'essentiel des lignes rouges qu'ils ont fixées et qui expliquent en tout cas l'agression qui sont menées à l'invasion de l'Ukraine, sont prises en compte Trump. C'est-à-dire aujourd'hui, les territoires qui sont pris et qui sont annexés par la Russie resteraient russes, à définir sur un ensemble de territoires comme autour de Kharkiv pour être échangés contre Kursk. La question de l'OTAN, c'est-à-dire l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, donc l'Alliance Atlantique-Nord, ne se pose plus, donc c'est-à-dire qu'elle serait évincée d'accord. La question aussi qui est posée, parce que le journaliste relance à la fin de cet entretien téléphonique, un journaliste de la Maison Blanche qui relance Trump par exemple sur Zelensky, et il dit si pour appuyer aux négociations, mais il faudrait peut-être qu'il y ait des élections en Ukraine. Sauf qu'aujourd'hui, comme il y a la loi martiale, tenir des élections en Ukraine, c'est extrêmement compliqué. C'est un pays qui est en guerre, qui se fait bombarder quotidiennement, donc voilà. Donc tout un tas de discussions, et la seule, on va dire, chose qui tout met aux Ukrainiens et qui n'y appartient pas, ça serait l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, qui est déjà en cours, qu'il y a un cheminement qui pourrait prendre plusieurs années, et le déploiement au sol d'une force ou de troupes dont on ne sait pas bien quelle teneur elles auront, mais pour être principalement européennes. Donc en gros, c'est les deux seules choses sur lesquelles ils seraient prêts. Attends, ça veut dire que Trump négocie pour que l'Union européenne déploie des troupes en Ukraine? Alors l'Union européenne, est-ce que c'est l'Union européenne ou des pays européens, ou des pays européens ou des pays étrangers, mais hors États-Unis? A dit que les États-Unis ne participeraient pas à cette force de maintien de la paix, que ça serait l'Europe et composé d'autres pays. Donc on voit qu'aujourd'hui il y a un grand bouger, il y a un plan qui dessine de la part des Américains, qui est en lien direct avec des négociations qui seront menées par la Russie, puisque en gros on a appris aussi hier soir lors de cet échange téléphonique qu'une rencontre sera prévue en Arabie Saoudite entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Voilà, sachant que de 2021 et la rencontre Joe Biden-Vladimir Poutine, il n'y a pas eu d'échange depuis l'invasion de l'Ukraine entre les présidents américains et russes. Aujourd'hui, on voit que ça s'accélère et qu'en tout cas, les Russes qui avaient émis un tas de demandes sont pris au sérieux par Donald Trump, et notamment sur la question de sécurité globale. C'est une des choses que veulent absolument les Russes depuis maintenant une dizaine d'années, c'est d'avoir un échange sur la sécurité et l'architecture de sécurité globale, notamment en Europe, avec les États-Unis et plus avec les Européens, qui estiment que c'est les États-Unis qui décident, et notamment l'autre. D'accord. J'ai mis une carte de l'Ukraine parce que tu nous parlais des régions, des régions qui sont sous l'emprise russe, qui pourraient en fait rester russes, ou alors des échanges. Est-ce que tu peux nous faire un petit point peut-être? Tu parlais de Kharkov ici. Alors voilà, Kharkiv, qui est en fait c'est une région, et aujourd'hui une partie de la région où les combats se poursuivent et qui a été prise, et une partie des territoires qui ont été prises par la Russie. Par exemple, tous les pourtours de Kupiansk ou les contours d'Izium. Alors, faut que tu me dises où c'est, parce
que je ne connais pas trop en géographie. En fait, c'est simple, il y a toute la frontière russe, voilà, oui. voilà qui est tout en haut, au-dessus de Kharkiv, et on voit qu'en fait, l'oblast, qu'on appelle l'administration de Kiev, descend, c'est assez grand, en fait, c'est un assez grand, et qui est vraiment frontalier pour le coup de la Russie. Et donc, il y a tout un tas de territoires que c'est une des régions qui ont été prises par l'invasion russe. Et donc, on sait que voilà, la poussée russe se poursuit. Ils ont eu 2 poussées, ils sont rentrés carrément dans Kiev en 2022. Ils ont à nouveau bombardé depuis mai dernier la ville, qu'ils ont mené une large offensive dans cette région. Et en dessous, on a toutes les fameuses régions ça fait partie de Donbass, mais toutes les régions autour de Donetsk et de Lugansk qui font partie des régions qui là sont totalement maintenant aux mains des Russes, et avec tout le sud autour de Mariupol, Berdiansk, quasiment jusqu'à la Crimée en fait. Voilà, jusqu'à la Crimée, puisque tous ces territoires-là sont aujourd'hui jusqu'à Kherson, Mykolaiv, etc. Donc en gros, il reste vraiment une partie de la mer Noire aujourd'hui qui échappe Odessa, autour d'Odessa, qui se faisait bombarder régulièrement. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais qui se faisait bombarder notamment dans ces ports. Exactement. En fait, il y a des bombardements de toute façon qui sont quotidiens en Ukraine. Pour y avoir été quelques temps, en gros, c'est vraiment même une ville comme Kiev, il y a une dizaine d'alertes par jour. Par contre, dès qu'on se retrouve vers plus proche du front, on va dire, comme à Kryvyi Rih, à Kharkiv, à Dnipro, à Odessa, etc. Prends la souris, comme ça tu pourras montrer ce dont tu parles en même temps. Parce que moi, chaque fois, je cherche. Alors, Kharkov, Kiev, tout ça, voilà. Kharkiv, pardon. Voilà, Kiev, Dnipro, c'est là. Kryvyi Rih, c'est là. Odessa, c'est ici. Donc, on voit qu'en fait, toute cette ligne-là, pour montrer, en fait, toute cette ligne-là, en fait, dessine. Alors après, c'est un peu comme ça. mais dessine une ligne de front et de ces villes-là sont vraiment à proximité, donc elles vivent sous les bombardements russes. Je sais pas, il doit y avoir une trentaine d'alertes par jour et ça augmente en plus durant la nuit, ce qui épuise et use la population ukrainienne. Donc ce qui est une bonne chose, on va dire, entre guillemets, de ces négociations, c'est que il y a une possibilité d'obtenir un accord de paix. Et là, sur les termes et les choix qui sont faits par les Russes, mais la population ukrainienne, elle, de son côté, n'en peut plus. Elle est prête, de toute façon, à faire la paix aujourd'hui et à obtenir un accord de paix. Ce qu'ils veulent, c'est qu'elle soit durable et que, en gros, le nombre de centaines de milliers de morts qu'ils ont connus ne soit pas rien. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir des garanties de sécurité économique, de pouvoir reconstruire le pays, de pouvoir développer leur démocratie et de pouvoir, à terme, redevenir un pays souverain. Et donc là, ce que tu dis, c'est que pour l'instant, dans l'accord envisagé, toute la partie dont tu nous montrais, ça resterait russe du coup. Ouais. D'accord. Alors après, c'est vraiment parce qu'il y a des fuites de l'administration américaine, il y a eu des prises de position, soit du ministre de la Défense. C'est le premier à avoir lancé lors d'une réunion mardi qu'en gros il accepterait, qu'en gros l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN et qu'aujourd'hui il fallait négocier parce que c'était la volonté de cette administration. On sait que le conseiller à la sécurité a dit que c'était à l'Europe de garantir la sécurité de l'Ukraine et pas aux États-Unis. Donc on voit qu'un certain nombre de choses avancent et que ce week-end il y aura ce qu'on appelle la conférence pour la sécurité de Munich qui a lieu tous les ans et en gros où les principaux membres de l'administration américaine, donc Marco Rubio, le secrétaire à la défense, le secrétaire à la sécurité et l'envoyé spécial pour l'Ukraine, qui est un ancien général qui s'appelle Kellogg, seront sur place. Il y aura aussi l'administration ukrainienne, il y aura aussi plusieurs administrations, notamment européennes. Donc on sait que des pourtours de cet accord vont être discutés à ce moment-là. C'est quand ça, tu dis ? C'est à partir de vendredi, donc vendredi, samedi, dimanche. Ça a lieu tous les ans à Munich. En gros, c'est le grand raout autour de la sécurité. Il y a plus d'une dizaine d'années, c'est là où Vladimir Poutine a fait son fameux discours en appelant les États-Unis et l'Europe à être de l'arture de sécurité. Et on voit que finalement, c'est là que va être, en tout cas, les premières étapes de la négociation sur un accord de paix vont être. Quelqu'un dans le chat nous dit, mais si les Russes récupèrent ces territoires, c'est pas un peu comme s'ils bombardaient des gens qui veulent être russes Alors, ils les ont déjà. Donc, en fait, oui, mais en fait, c'est tout parce qu'en fait, le conflit date depuis 2013-2014. Ouais. En gros, il y avait déjà toute une partie des territoires, par exemple, autour de Lugansk, qui avait été pris par les Russes. Lugansk, tu nous remontres ? Ah oui, non, tout à... Voilà, en fait, il y a deux oblasts qui sont là. Ça, c'est l'oblast de Lugansk, ça, c'est l'oblast de Donetsk. Et en fait, ces deux régions, en fait, avaient déclaré leur autonomie puis leur indépendance, comme la Crimée, courant 2014-2015. Puisque, pour rappel, en gros, en 2013, il y a un mouvement qu'on appelle le mouvement Maïdan qui éclose à Kiev et dans pas mal de villes en Ukraine contre le président Yanukovych. Un nouveau pouvoir, en tout cas un nouveau pouvoir émerge à partir de 2014 que Yanukovych fuit en Russie. Et à partir de là, il y a des
des revendications, notamment dans tout l'est de l'Ukraine qui est à majorité, on va dire, russophone, et notamment parce que les prises de décision de ce nouveau pouvoir est contestée par ces régions-là, qui se sentent plus proches, en tout cas, on va dire, linguistiquement et culturellement des fois de la Russie. Donc ils prennent des villes, ils tentent de faire un peu main basse sur les centres de décision. Pour y avoir été sur place, c'était quand même assez, on va dire, minoritaire, mais l'Ukraine décide d'envoyer l'armée et appelle ça une opération antiterroriste. Et forcément, ça va tendre les choses. Les Russes vont en profiter aussi pour diviser finalement le pays. Et on arrive à un premier conflit en fait, qui fera 10 000 morts pratiquement. Il y aura des accords de Minsk qu'on appelle en 2015, ce qu'on appelle un premier conflit gelé. Et du coup, il y a quand même des combats qui vont se maintenir. La Crimée, elle, qui est définitivement russe, elle sera prise en compte dans la Fédération de Russie. Et à partir de là, jusqu'en 2022, et donc l'invasion russe, en fait, ces régions avaient des passeports russes, avaient le rouble qui commençait à alimenter ces régions, et il était facile de passer notamment via la Russie dans d'autres pays. Donc voilà. Et après, en fait, l'invasion russe a fait qu'ils voulaient récupérer une partie des territoires qui émanaient de ces régions-là. Parce que en gros, le discours russe, c'était les Ukrainiens vont vouloir reprendre ces territoires, donc on intervient en amont, donc ça veut dire une guerre préventive, ce qu'on dénonce à longueur de temps, parce qu'il y a aucune justification de mener une guerre préventive suite aux potentielles agressions de l'Ukraine, et donc vont envahir et donc vont intervenir à Kiev, Terra, en 2022. Tu l'as dit, tu reviens en fait d'Ukraine, tu es revenu la semaine dernière, c'est ça? Tu es resté 2 semaines? C'est ça. Pour y faire quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Qui est-ce que tu as rencontré? Pourquoi tu y allais? Voilà, et puisqu'en fait, et là ça va faire les 3 ans, là, le 24 février, ça fera les 3 ans que la guerre a lieu. Il y a des milliers de morts, et d'aller voir un peu la population ukrainienne et de se rendre compte dans quel état elle est, que aujourd'hui elle est vraiment à bout, que l'Ukraine c'est 40 millions d'habitants, la Russie c'est 150 millions d'habitants. L'Ukraine a pratiquement 8 millions de personnes qui ont fui le pays depuis l'invasion. Donc voilà, c'est extrêmement dur pour eux de résister, mais ils arrivent à résister, mine de rien, militairement à une des principales armées. Ils arrivent aussi économiquement, mine de rien, à tenir, mais ça devient de plus en plus dur parce que pour un certain nombre de soldats, depuis 3 ans, ils sont sur le front sans objectif de revenir dans la vie civile. Donc c'est extrêmement dur pour les familles. Pareil, il y a un tas de nouvelles lois sur la mobilisation qui ont été passées, donc des nouveaux jeunes qui doivent se rendre sur le front, mais de plus en plus de gens qui refusent. Parce que ils voient bien qu'il n'y a pas de progression sur le terrain, mais 2, parce qu'il y a aussi une partie de la population qui échappe à ces mobilisations, notamment les plus riches et les plus corrompus, on peut, en échange d'une certaine somme d'argent, éviter cette répression. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de problèmes, puis une usure, parce que 3 ans, des alertes tous les jours, la nuit, etc., ça commence à peser sur la population, et qui ne voient pas de fin et pas d'issue à ce conflit, et qui en ont marre surtout de voir leurs jeunes mourir au front sans d'avenir, qu'on leur offre rien en échange. Oui, tu me disais hier, je crois, ou avant-hier, que tu étais à Kiev. Enfin, tu as été à plusieurs endroits, mais notamment à Kiev, et qu'il y avait une alerte au bombardement toutes les heures dans la nuit à peu près, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, alors ça dépend des jours, mais qu'en gros, on peut toutes les 2 heures avoir des alertes qui retentissent dans la ville. Alors c'est moins le cas à Kiev que plus à l'est, par exemple à Kharkiv ou Dnipro, Kryvyi Rih ou ailleurs, mais en tout cas, oui, c'est des choses qui arrivent régulièrement, et forcément pèsent sur le moral des gens, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a aujourd'hui, ils disaient notamment plus à l'est, qu'en gros, avant de coucher, ils faisaient un signe de croix, mais c'est pas croyant, et puis ils viendraient croire pendant la nuit, parce qu'ils en ont marre de descendre aux abris, sinon ils ont plus de vie, c'est que j'allais te demander, quand il y a une alerte au bombardement, ça veut dire que tous les gens de l'immeuble descendent au sous-sol, se protéger. Alors, il y en a toutes les 2 heures pendant la nuit, puis après ils remontent, puis après ils voilà, redescendent. mais sauf qu'en fait ils le font plus. Enfin, maintenant, alors je sais pas, en tout cas tous ceux que j'ai rencontrés ne le font plus, parce que sinon ils estiment plus avoir de vie. Donc si pendant la journée, s'il y a une vraie grosse frappe, qu'en fait il y a toujours un degré dans les alertes, mais s'il y a une vraie grosse frappe avec des roquettes, etc., donc là ils essaient de se mettre aux abris, mais même pendant la nuit ils abandonnent, sinon ils ont vraiment plus de vie au quotidien, quoi. On commençait ce live en parlant de Trump là, avec sa déclaration. Et toi, quand tu as rencontré les Ukrainiens et Ukrainiennes, est-ce que c'est des choses qu'ils ont en tête, l'élection de Trump? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne, ou est-ce que c'est trop lointain? Est-ce qu'ils estiment que ça va avoir ou pas un impact? Est-ce que c'est des choses dont tu as discuté avec les gens que tu as rencontrés là-bas? Oui, alors pour eux, si, ils suivent l'actualité. Alors ils savent très bien que, par exemple, si c'est un conflit face à la Russie qui a envahi leur pays, ils savent très bien aussi qu'il y a une 2e étape, entre guillemets, de ce conflit, c'est entre 2 puissances, comme les États-Unis et la Russie.
ils étaient au courant de l'élection de Trump et forcément du risque que ça laissait planer sur la suite du conflit. Donc ça, ils en avaient connaissance et justement, ils étaient inquiets de la suite, même si pour eux, de toutes les manières, il faut mettre un terme à ce conflit. Après, c'était dans quel cadre on arrêterait ce conflit, en échange de quoi, et surtout d'obtenir des garanties pour eux de sécurité, qui est primordial. Ils ont peur, notamment même pour des soldats qu'on a croisés, même s'ils sont usés et ils disent qu'ils n'en plus, ils préfèrent à la limite rester encore 3, 4, 5, 6 mois au front, plutôt que de voir le conflit en fait reprendre dans 6 ou 7 ans et de voir leurs enfants à leur tour être mobilisés et partir au front. Ça, c'est quelque chose, c'est qu'en gros, ils sont prêts à arrêter la guerre si vraiment c'est un arrêt définitif et qu'ils peuvent se reprendre. On parlait aussi un peu au début, on comparait avec l'accord de cessez-le-feu à Gaza, qui en fait était fait au moment. Enfin, Trump avait été élu, mais il n'avait pas encore été investi. Et il y avait toujours tout un sujet d'ailleurs, est-ce que c'est Biden, est-ce que c'est Trump qui a négocié? En fait, c'est un peu les deux, d'après ce que j'ai compris. C'est ça. Mais c'est effectivement allé assez vite. En fait, j'ai pas vraiment de questions. Et est-ce qu'on peut comparer, les deux En tout cas, sur la méthode, et ça va être un papier du coup dans le journal de demain, ce sera le deuxième papier. C'est bien, sur la méthode, sur la méthode Trump, en fait, sur la méthode, on le savait déjà avant qu'il arrive au pouvoir que dans son premier mandat, c'était comme ça qu'il agissait, c'est-à-dire vraiment à coup de marchandage, de deal bilatéral, c'est-à-dire vraiment, en gros, il va négocier avec Netanyahou, il va négocier avec Poutine, et après il négociera avec Zelensky. Donc c'est vraiment à chaque fois la manière de faire, c'est-à-dire je vais peser et je vais dire moi ce que je veux, l'autre me dira ou pas ce qu'il veut et j'accepterai ou pas, et à partir de là on mène une négociation et après on aboutit à un accord. Donc voilà, de toute façon l'Ukraine, il avait dit pendant sa campagne que c'était sa priorité, qu'il réglerait le problème en 24 heures. Bon, ça prend un peu plus de temps et ça prendra un peu plus de temps puisque tous les quelques gens qu'on a eu aujourd'hui au téléphone nous assurent que même si en gros les cadres et les contours du plan se dessinent, il y a des grosses interrogations et ça prendra du temps, notamment pour obtenir ces fameuses garanties de sécurité prennent. Et parmi les garanties de sécurité, notamment, il y a l'Europe. Donc à voir comment les Européens sont prêts à prendre le relais des États-Unis, à garantir un certain nombre de choses aux Ukrainiens. Et ça va prendre du temps, que forcément il y a 20 pays membres. Donc c'est pas ça va pas se faire en quelques minutes. Ça va prendre du temps. Profite qu'on parle de Trump pour lire une question du chat. Alors je suis pas sûr que tu aies la réponse, qu'en plus je suis pas complètement sûr de la comprendre. J'avais une question sur la fin de l'aide américaine. Par exemple, Action contre la faim va perdre 150 millions de subventions. Pourrait-on augmenter les cotisations des municipalités pour combler ce manque, tel donné à des associations? Alors oui, pour refaire un petit bilan, quand Trump est arrivé, quand Trump a été élu, a été investi, il s'est retiré de pas mal d'accords, l'accord de Paris, l'OMS, Action contre la faim. Je sais pas si c'est dans l'OMS. Je pense que c'est Action contre la faim. Je pense que ça fait ce qu'a décidé Trump il y a 10 jours maintenant, c'était l'arrêt de toutes les aides étrangères des États-Unis et notamment de l'USAID. Il a fermé l'USAID, qui est une des grosses agences pour le développement à l'étranger, qui sont faits sur les fonds américains. Et donc c'est vrai qu'il y a tout un tas d'ONG en Ukraine notamment qui ont été directement impactées, qui ont dû fermer. Et je pense que ça, Action contre la faim en fait partie. Donc oui, ça fait partie des mesures qui ont été prises unilatéralement et qui ont un impact global. Très, très concret sur les gens, quoi. Parce que enlever 150 millions d'euros à un budget d'une association qui œuvre contre la faim dans le monde, évidemment, ça a des impacts très concrets. Peut-être dernière question du chat, puis après on se laissera là. S'il y a des accords de paix, la Russie ne risque-t-elle pas de faire face à une hausse du terrorisme avec des mouvements de résistance civile? Tu peux aussi dire que t'en sais rien. Non, mais tout est possible. Mais je pense que en fait, ce qui sera plus intéressant plutôt que des mouvements terroristes ou quoi, c'est comment, s'il y a un accord de paix, en gros, ça sera la victoire de Vladimir Poutine. Donc il va faire tout son récit là-dessus, puisque son récit, en gros, depuis le début de la guerre, depuis un certain nombre d'années, c'est sa confrontation face à l'Occident. Aujourd'hui, c'est ce qui tient le pouvoir russe. C'est tout ce récit-là. Mais en gros, une fois que la guerre sera terminée, oui, il y a tout un tas de problèmes qu'il faudra régler, parce que là, aujourd'hui, le budget tient et est axé quand même vers la défense. Il y a tout un tas de problèmes, que ce soit sur l'inflation, les taux bancaires, quid de l'après-guerre sur ceux qui vont revenir, etc. Comment les incorporer à la société. Il y a toute une partie, alors la Russie étant immense, il y a de toute façon 90% du pays qui est absent totalement de la guerre, en tout cas physiquement et territorialement, mais il y a mine de rien pas mal de populations qui sont sur le front de ces régions-là, même qui viennent de Sibérie ou d'ailleurs. Donc voilà, ça marque quand même la société russe. Maintenant, comment va réagir le pouvoir après cette guerre? Ils ont fait passer tout un tas
mesures extrêmement autoritaires vis-à-vis de la presse, vis-à-vis des manifestations. Donc voilà, comment aujourd'hui ça va se reconstruire, ce pays va se reconstruire après-guerre. Ça, c'est une des grosses interrogations. Par exemple, sur les derniers sondages là, qui sont sortis du centre Levada, qui est un des seuls rares centres indépendants en Russie, pointe que, mine de rien, une majorité, je crois que c'est 60% des Russes, souhaitaient des accords de paix. Donc on voit que les Russes aussi en ont marre de cette guerre. Donc c'est plus après comment cette société va réagir, parce que c'est toujours après-guerre finalement que les problèmes arrivent. Donc voilà, là ils tiennent le pays d'une main de fer. Est-ce qu'en effet, si maintenant il y a possibilité d'avoir des manifestations, etc., est-ce que ça aura un impact sur l'avenir de la Russie, sera souligné. Elle est vraiment, cette fois, vraiment dernière question du chat. Si un accord de paix, comment l'Ukraine va rembourser son effort de guerre? Toi qui es devin. Non, mais parce que ça faisait partie des menaces, enfin des choses qui sont ressorties là cette semaine. C'est-à-dire que Trump estimait qu'il devait rembourser par exemple en terres rares. Donc il avait fléché à 500 milliards l'aide américaine, donc 500 milliards de terres rares, ou de lithium ou d'autres, sachant que les terres rares et une partie de toutes les ressources énergétiques sont dans l'Est, donc dans le Donbass, et donc dont une partie maintenant est annexée par la Russie. Donc faudra voir. Non, mais je pense que ça fait partie des choses. Si on veut qu'il y ait un accord de paix, justement, l'endettement de l'Ukraine doit être négocié et justement pas lui laisser une dette à rembourser si on veut qu'elle se reconstruise et qu'elle se reconstruise vers plus de progressisme. Parce que si elle a une dette, si les choses se passent mal, si la corruption perdure, vu les armes en circulation dans le pays et vu ce qui s'y passe, si en gros ils ont la tête sous l'eau et devoir rembourser un tas de choses et qu'en fait c'est les sociétés occidentales qui profitent de la reconstruction de l'Ukraine et pas les Ukrainiens, je pense que là les nationalismes et un discours beaucoup plus extrémiste va l'emporter avec des armes en circulation, et ça ne serait pas du tout bon pour l'Ukraine.